Donc voilà. Donc la première question que j'aurais, c'était un peu de vous présenter, de me dire qui êtes-vous, qu'est-ce que vous faites en particulier, parce que c'est vrai que j'ai eu plein de traducteurs qui n'ont pas forcément un seul métier, plusieurs métiers, etc. Je vous laisse la parole. Oui, en traduction littéraire, c'est rare qu'on ait que ça. Alors, moi, je suis enseignante-chercheuse à l'université, maître de conférence à Toulouse Jean Jaurès. Je suis actuellement responsable du master de traduction et d'interprétation du département de traduction. Je suis spécialiste de littérature 19e, 20e siècle et traductrice aussi. Et je traduis depuis le catalan, depuis l'espagnol, un peu depuis l'anglais. Je traduis tout ce qui est en prose, roman, nouvelles et la poésie aussi. D'accord. J'aimerais savoir un petit peu votre parcours scolaire. Est-ce que vous avez fait des études directement pour être traductrice ou vous avez passé par autre chose? Alors moi, j'ai fait exactement l'inverse de ce que font mes étudiants actuellement. Bon, il y a eu moins de formation à la traduction aussi. Non, moi j'ai fait un parcours, disons, classique d'histoire de la littérature, histoire hispanique. Après une prépa à Toulouse, j'ai intégré l'école normale supérieure à Lyon, où j'ai fait mon cursus normal. Avec, à l'époque, on avait un DEA. Ensuite, j'ai passé l'agrégation et j'ai commencé une thèse après avoir séjourné en Espagne, à Barcelone, assez longtemps, d'où le catalan aussi. Et j'ai fait une thèse sur le 19e siècle, sur la Regenta de Leopoldo Alas Clarín. Voilà. D'accord. Donc, après avoir travaillé sur le 20e, je me suis vraiment spécialisée dans le 19e siècle. Et après, j'étais à Paris pour la thèse. J'ai également été à Madrid parce que j'étais membre de la Casa de Velázquez. D'accord. Et j'ai eu un premier poste, qui est toujours mon poste actuel, à Toulouse, dans un département qui venait d'être créé, qui a été créé la même année où mon poste avait été créé, qui est un département de traduction. Voilà. D'accord. D'accord. Et vous traduisez de la version et du thème ou est-ce que vous avez plusieurs langues du coup Alors, en traduction professionnelle, on n'utilise pas les mots version et thème qui sont réservés D'accord. à l'enseignement. Voilà. Je découvre ça, oui. C'est un exercice, si vous voulez. C'est une pratique pédagogique, la version et le thème. Je traduis vers ma langue maternelle, disons, ma langue native première, qui est le français. Principalement, oui, je fais ça. D'accord. Du coup, vous traduisez des textes littéraires, mais aussi des textes juridiques pour Non, des particuliers ou... pardon, pour en même temps. Je ne fais pas de juridique, par contre, je fais de la traduction en sciences humaines et sociales, c'est-à-dire pour des disciplines. Par exemple, je traduis pour des géographes, je traduis pour des historiens. Voilà. Tout ce qui est le juridique, non, ça, j'en fais pas. Je fais pas de médical non plus, même si nos étudiants ici sont formés à ça aussi. D'accord. Vous avez traduit des nouvelles, des romans, des œuvres littéraires, si oui, lesquelles? Un Alors, exemple ou... récemment, donc, du catalan, je traduis pour un éditeur qui, lorsqu'il s'engage avec un écrivain, décide de traduire toutes ses œuvres. Je traduis les œuvres d'un écrivain et dramaturge catalan qui s'appelle Gérard Guiche pour Les Forges de Vulcain. Pour la même maison d'édition, je traduis un écrivain chilien aussi, voilà, pour les diversités aussi dans l'espagnol. Et les dernières publications en poésie, c'est Lorca. Donc moi, j'ai traduit et publié les poèmes en prose. Et en janvier va sortir Poète à New York, que j'ai retraduit avec Zoraida Carande. D'accord, d'accord. Et vous avez une préférence pour la traduction? Non, j'ai pas de préférence, mais c'est pas du tout la même pratique. Il faut une immersion différente pour traduire de la poésie. C'est quelque chose qui demande un temps différent. Voilà. D'accord. Parce que notre enseignante nous a expliqué qu'il y avait des délais pour rendre certaines traductions. Et du coup, est-ce que vous aussi, vous rencontrez ce genre de... Oui, bien sûr, D'accord. on est tributaire des délais posés par les éditeurs. L'avantage, c'est que pour l'instant, moi, ce sont toujours des projets, sauf un que j'ai proposé moi. Donc, en pouvant négocier des délais, les gens commencent à me connaître et ils savent que je partage mon temps entre l'université et la traduction.
Donc, j'y arrive encore relativement bien, oui, à gérer ça. Mais il y a des délais, effectivement. Il y a Pour des la délais. politique, c'est moins le cas. On prévoit des délais plus longs. D'accord. Et par exemple, est-ce que vous utilisez des outils en particulier, par exemple pour la traduction? Nous, on a certains, enfin, on nous conseille certains sites, certains dictionnaires, etc. Mais pour de la traduction, est-ce que vous avez Comme je le dis, mes étudiants, les premiers outils, c'est les dictionnaires unilingues, voilà, en ligne. Donc, c'est probablement ceux qu'on vous a conseillés aussi. J'ai traduit un roman avec Trados. Moi, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, qui est un logiciel de traduction automatique. Enfin, pas de traduction automatique, mais de traduction assistée par ordinateur. Quand on est traducteur professionnel, on utilise ces outils-là où on a le texte qui est séquencé, découpé dans une colonne à gauche et on travaille la traduction dans la colonne de droite. Et je l'ai fait pour un roman en particulier parce que cette technologie m'intéressait. Voilà. Pour la traduction humaine et sociale, personnellement, je ne l'ai pas fait, mais je fais ça en mémoire de recherche avec mes propres étudiants. On utilise la traduction automatique. Donc, je me suis trompée tout à l'heure, c'est-à-dire, vous connaissez peut-être Google Translate. Oui, oui, oui. Ça, on ne l'utilise pas, mais des outils comme DeepL Pro, par exemple. DeepL, oui. Voilà. Et on fait de la post-édition. Et ça, j'essaye de le faire avec plus sur des textes de sciences humaines et sociales et de littérature actuellement. Mais personnellement, moi, non, je traduis. Je traduis sur un ordinateur, pas à la main, mais à part pour un roman, non, je traduis sans outils autres que les dictionnaires. D'accord. Et si vous avez parfois des doutes sur certains termes, etc., est-ce que vous faites appel à vos collègues traducteurs ou des enseignants ou, Ça dépendra, bien évidemment. Je vais chercher chez des gens dont c'est la langue, peut-être, pas forcément des enseignants chercheurs, mais j'ai de la chance d'avoir pas mal de catalanophones ou d'hispanophones autour de moi. Et après, si c'est vraiment de la spécialité, je vais chercher des experts, oui. D'accord. Un traducteur ne travaille pas tout seul. Ouais. Oui, c'est ce que je voulais savoir aussi, si vous travaillez en groupe. En D'accord. groupe, pas vraiment, mais En on ne groupe. peut pas isolé, oui. D'accord, Il d'accord. y a des forums aussi qui relient les traducteurs où on peut poser des questions. Ça, c'est bien aussi. D'accord. Et vous travaillez toute seule ou avec une société ou un organisme ou c'est vraiment Non, indépendant? je travaille seule en tant qu'artiste-auteur et j'ai aussi une auto-entreprise pour certains. Par exemple, la traduction en sciences humaines et sociales, c'est un autre statut. D'accord. Parce qu'on nous a souvent dit que le métier de traducteur était un peu compliqué d'y vivre aussi financièrement. Donc, nos enseignants nous ont dit que souvent, il faut avoir un métier à côté ou une ressource aussi à côté. Alors, bon, si vous faites de la traduction littéraire, il est assez compliqué d'en vivre, enfin, en tout cas quand on démarre. Après, si vous êtes dans la traduction spécialisée, ça peut être plein de choses, hein, vous pouvez faire de la traduction sportive comme du médical, vous pouvez tout à fait en vivre. Ça, D'accord. D'accord. Vous faites de l'interprétariat ou pas? interprétation. Oui, Interprétation. Oui. oui, on n'utilise plus ce terme-là, interprétariat. Oui, oui, j'en fais aussi. D'accord. Et vous préférez que ça soit à l'écrit ou plutôt à l'oral ou vous n'avez pas forcément de préférence? Ça n'a rien à voir, c'est absolument pas la même décharge énergétique en fait, hein, c'est pas le même truc. Donc, moi, j'en fais dans le cadre de festivals, d'accueil d'auteurs, voilà, de présentation de livres. Ça reste toujours dans un domaine très littéraire pour moi. Je le ferai pas comme d'autres interprètes sur d'autres domaines de spécialité. D'accord. Et quand vous traduisez un roman ou une nouvelle, est-ce que vous lisez, du coup, j'imagine que vous lisez la nouvelle dans le texte original, Mhm. mais du coup, est-ce que vous lisez d'autres œuvres de l'auteur pour essayer de comprendre un peu ou comment ça se passe pour traduire, par exemple, une nouvelle, un roman ou de la poésie est-ce que Oui, vous vous appuyez que j'essaye de tout lire de ce qu'a écrit la personne que je traduis. Oui. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, j'avais une autre question. Donc oui, c'est vrai que Madame Lepage, elle nous avait expliqué un petit peu sur la rémunération pour les textes plutôt littéraires. Est-ce que ça se passe pareil, du coup, pour les textes qui sont différents, enfin, pour la traduction qui… Dans la traduction éditoriale, c'est-à-dire la littérature, on est payé au feuillet. C'est ça qu'elle a dû vous expliquer. Oui, oui, oui. C'est pas le cas en traduction spécialisée. On va faire
en sciences humaines et sociales, on peut faire des forfaits, par exemple, Mhm. soit qui sont liés au temps. Il y a d'autres paramètres. Il y a la difficulté aussi, il y a les recherches, il y a la terminologie. Voilà, il faut paramétrer tout ça et puis il faut bien l'expliquer pour justifier un devis. Dans les autres domaines de spécialité, on peut faire des devis et des factures au mot aussi. D'accord. Euh, Oui, il parce est, que... il est toujours plus avantageux pour un traducteur de facturer au mot que de facturer avec un forfait en général. D'accord. Est-ce que vous avez déjà commencé par hasard peut-être une nouvelle ou un roman et vous avez vu, enfin vous avez peut-être vous vous êtes rendu compte que c'était pas ce que vous voulez, enfin le résultat final n'était pas celui que vous voulez. Est-ce que vous avez recommencé? Est-ce que vous avez quand même envoyé votre traduction finale ou quand on n'aime pas parce que parfois on a des doutes sur nos traductions, on n'est pas sûr ou on aimerait mettre plusieurs mots. Enfin, nous, ça nous arrive en tant qu'étudiants, mais du coup, vous, parce que vous, c'est votre métier, du coup. Oui, alors le secret, c'est la traduction est terminée quand elle est imprimée. Donc, D'accord. à y revenir, il ne faut pas les relire, sauf en fait, c'est jamais terminé une traduction. Donc, si l'épreuve, le moment le plus difficile, c'est la relecture des épreuves avant édition parce qu'on voudrait tout changer. Voilà, donc il faut savoir se dire que on travaille dans des contraintes temporelles et la meilleure traduction, c'est celle qu'on rend à l'instant T, en fait. Ouais. Parce que sinon, on est constamment insatisfait. Oui, 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 c'est Madame Lepage aussi, elle nous a parlé un petit peu de la situation, que parfois, il y a un mot ou deux mots, et puis. Oui, oui, oui. Et, mais bon, c'est comme tout travail. On a un cadre temporel, et voilà, il faut se dire que ça rentre là-dedans. Il faut passer à un autre projet. Après, on apprend, hein, on s'améliore, Oui, évidemment. Mais si on est constamment en train de se dire, bah, c'est comme pour tout dans la vie, ah si, j'avais fait, si, bon, on n'avance pas. oui, d'accord. Une fois que vous terminez vos traductions, vous les faites relire par des traducteurs ou des personnes natives ou comment vous faites? Ah non, pas par Non, des fictifs, par des lecteurs en général qui lecteur. ne connaissent pas la langue d'origine, mais qui sont des D'accord, grands lecteurs. Voilà. Et j'ai besoin de savoir si le texte fonctionne en français. Mm. d'accord. Qu'est-ce que je pourrais dire un petit... Ah oui. Est-ce que vous auriez des conseils à nous donner, nous étudiants, pour la traduction, que ce soit pour la version ou le thème et, voilà, des petits conseils si vous en avez. Alors, je ne vais pas être hyper originale, j'en suis certaine. Moi, ce que j'explique aussi à mes étudiants, il n'y a pas de recette miracle. Si vous ne lisez pas, vous ne pourrez pas traduire et vous ne pourrez pas être un bon traducteur, une bonne traductrice. Euh, et lire, ça ne veut pas dire dans la littérature, hein, c'est vraiment consommer du texte, du textuel, du discursif, se nourrir, être curieux. Voilà, le deuxième, c'est de nourrir sa curiosité, quoi. De toujours aller chercher des choses, de ne pas rester passif ou de se dire qu'on sait. Le troisième conseil, c'est toujours s'interroger sur le sens qu'on on met dans les mots, parce qu'on se trompe. Voilà. Et de toujours aller vérifier, et pas que dans un seul dictionnaire. Ça, c'est important. Euh, Après, c'est d'apprendre à gérer son temps et la discipline, c'est-à-dire qu'on travaille seul et qu'il faut se mettre un cadre pour se forcer à travailler pour certains ou se forcer à s'arrêter pour d'autres. Ça, c'est important aussi. D'accord. Et vous auriez des conseils pour éviter, par exemple, la traduction linéaire? C'est ce qu'on nous dit de ne pas faire, mais qu'on fait tous un peu. Ce qu'on fait en interprétation, ça s'appelle la déverbalisation. C'est-à-dire qu'on a un texte dans la langue A qu'on entend, et ce qui sort, c'est le discours dans la langue B, d'accord? Discours A, discours B. Et ce qui se passe à l'intérieur là-dedans, c'est la déverbalisation. C'est-à-dire qu'on enlève les mots, on fait un boulgui-boulga qui est le message, et ce message, vous le ressortez. C'est la seule façon de faire, c'est de transposer ça à l'écrit. Moi, je dis toujours à mes étudiants, traduisez en levant le nez, en fait. Arrêtez de regarder le texte et traduisez comme ça. Voilà. Et détachez-vous du texte. Après, c'est un jeu d'équilibre, hein. Il faut se rapprocher du texte, y revenir, mais à un moment donné, il faut se faire confiance et lever la tête. D'accord. Et il faut traduire de la même façon, que ce soit en thème ou en version, ou il y a des différentes manières ou... Le thème, enfin, c'est-à-dire que c'est pas la même chose. C'est le sens de traduction, ça dépend de votre langue première. Voilà. Euh,
La vigilance grammaticale, elle doit être la même dans les deux cas, mais elle est moins spontanée quand c'est vers la langue que vous êtes en train d'apprendre ou que vous voulez enseigner, vous aussi. Euh, je pense que c'est les mêmes outils. Il faut les mêmes outils dans les deux sens. Ouais. D'accord. Parce que c'est vrai que moi je faisais des études et je continue de faire des études pour être enseignante. Et du coup, la traduction qu'on fait en MEF, c'est pas du tout la traduction qu'on fait en recherche. Non. Et je me retrouve un peu entre les deux. Ouais. Je sais pas. La version, c'est un exercice pour que les gens qui sont en face de vous apprennent la langue, en fait, et qu'ils le fassent via la culture, donc avec des textes qui sont extraits de littérature de plusieurs siècles. Voilà. C'est vraiment du pragmatique et voilà. Après, moi, je sais que même dans les cours de version, je ferme pas la possibilité d'avoir plusieurs options de traduction. Voilà, c'est pas toujours le cas, ça dépend des enseignants aussi. Mais c'est une manière d'ouvrir vers ce que peut être la traduction professionnelle aussi, et vous en faites certainement en recherche. Voilà. D'accord. Mais fondamentalement, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de la compréhension du style dans les deux cas. Hein. Et vous avez si vous pouvez un petit peu parler des avantages que le métier de traducteur a et un petit peu des inconvénients s'il y en a un ou un petit peu de... Alors, les avantages du métier de traducteur, il y en a plein. Hein. Ça dépend de la personne. Traducteur, ça dépend de la personnalité qui est la vôtre. Si vous avez du mal à travailler avec des gens dans la journée, c'est très bien parce que vous travaillez derrière votre ordinateur où vous voulez, chez vous. Enfin, où vous voulez, c'est un mythe hein, de dire que le traducteur, il prend son ordinateur, il va partout. Non, il y a des bouquins partout, il y a des dictionnaires, les choses sont ouvertes, on ne peut pas se déplacer comme ça. Un autre avantage, si c'est de la traduction éditoriale littéraire, c'est que vous êtes un vrai passeur. Vous faites découvrir au public francophone des écrivaines, des écrivains qui, sans vous, passeraient inaperçus. Et ça, c'est fondamental quand vous aimez la langue, la culture, traduisez. Les désavantages, c'est le revers de la médaille. Il ne faut pas travailler seul. Quand c'est de la traduction technique, il faut quand même beaucoup de contrats. Il faut que ça fonctionne, il faut fidéliser son client, il ne faut pas que tout traduire dans la journée, il faut passer un certain temps à démarcher, à renvoyer des mails, être sur les réseaux sociaux. Pour les traducteurs littéraires, ce n'est pas vraiment le cas, mais être sur les réseaux sociaux et montrer que vous participez, que vous vous formez, que vous vous intéressez à plein de choses. Donc, c'est à la fois très stimulant, mais c'est une part un peu cachée, je crois, de la profession. D'accord. Et il y a des difficultés en particulier? Oui. Parce que c'est vrai que j'ai eu déjà recours à des traducteurs. Et c'est vrai que parfois, c'est compliqué de trouver un traducteur qui puisse traduire un document. Moi, c'était plus pour des documents administratifs. Et c'est vrai que j'ai eu du mal et on m'a expliqué que les traducteurs, souvent, ils ont beaucoup de travail ou que voilà, il y a un type de document qu'ils ne font pas. Oui, c'est-à-dire que quand vous vous spécialisez, vous pouvez vous spécialiser de manière très pointue. Et comme vous l'avez dit, si c'est de la traduction assermentée pour des documents officiels, il n'y en a pas tant non plus. Et si on attend que le travail soit bien fait, ils ne vont pas en prendre 10 fois plus que ce qui leur permettrait de bien travailler. Donc il y a ça. Mais des difficultés, je pense que c'est comme pour tous les métiers. Hein, quand on est passionné, ça fait partie du plaisir. D'accord. Et vous auriez des conseils à nous donner un peu pour peut-être futures traductrices ou si on veut se lancer dans ce domaine-là? Est-ce que vous avez des conseils à nous donner que peut-être vous n'avez pas eu, mais que vous donnez par exemple à vos élèves ou, Je pense que j'en ai déjà donné quelques-uns là, mais il faut défendre cette profession dans le sens où nous, on la défend par un diplôme. Voilà. On n'est pas traducteur qui veut. On a tendance à croire que parce qu'on connaît une langue ou on a un diplôme dans une langue, on peut être traducteur. Et je suis pourtant l'exemple typique de ça. Hein. Mais moi, je me suis formée pendant 5-6 ans pour pouvoir ensuite me lancer aussi. Euh, et défendre la profession, ça veut dire ne pas accepter certains tarifs, par exemple. D'accord.
Ça veut dire expliquer aux gens qui vous donnent du travail comment vous travaillez, quelle est la spécificité du traducteur, quelles sont vos sources, quelle est la démarche intellectuelle qui est la vôtre aussi. Voilà. D'accord. Il y a vraiment une méthodologie à suivre pour une certaine traduction en particulier ou pas? Oui, oui, il y a une méthodologie de la traduction, de la sélection d'informations, de la justification d'informations, de la recherche documentaire, de la terminologie, maintenant de l'utilisation des nouvelles technologies. Oui. En fait, il y a un référentiel européen. Vous pouvez peut-être regarder. Moi, je fais partie de l'EMT, donc le réseau des masters européens de traduction de la Commission européenne, de la direction direction générale de la traduction de la Commission européenne, et on définit un référentiel de compétences pour les traducteurs européens. Donc, si vous cherchez référentiel de compétences du traducteur sur Internet avec Commission européenne, vous allez tomber sur ce document-là et vous allez voir quelles sont les compétences que nous, on s'engage à transmettre à nos étudiants en master de traduction, par exemple. D'accord. Avez-vous déjà eu des traductions, enfin, vous avez déjà traduit des documents que vous n'avez pas du tout l'habitude de traduire, par exemple des livres de cuisine, des sites web? Non, parce que Non. je choisis mes traductions. Ouais. J'ai la chance de pouvoir le faire. Oui. Et parce que je me suis spécialisée dans un certain domaine. D'accord. Et quand on se spécialise, est-ce qu'il y a une certification pour dire je me spécialise, ou bien vraiment c'est la pratique. C'est à partir du moment où vous avez commencé à publier plusieurs ouvrages dans tel ou tel domaine que vous êtes reconnu comme vraiment quelqu'un qui fait ça, qui sait faire ça. On l'espère. Et est-ce que vous êtes contacté par des éditeurs d'autres pays, par exemple, qui viennent vers vous pour traduire d'autres pays? Comme je traduis vers le français, il faut que ce soit des pays français? c'est plutôt la traductrice et les traducteurs qui fait la démarche vers les éditeurs. D'accord. C'est souvent ça. On est en proposition. D'accord. Et c'est parce que vous avez une préférence pour un auteur ou c'est un sujet ou un thème que… Ouais, c'est au fil de mes lectures. Moi, je suis une très grande lectrice. Dès que je vais en Espagne, je ramène des kilos de livres. Et si il y a des choses qui me plaisent, je les propose. Après, je suis aussi lectrice experte pour certains groupes éditoriaux. C'est-à-dire qu'eux font un tri dans ce qui se publie en langue espagnole et ils nous envoient les ouvrages pour qu'on fasse des fiches pour savoir si ça pourrait intéresser les éditeurs ensuite en France. Voilà. D'accord. Et à chaque fois que vous traduisez une nouvelle ou un roman ou un texte littéraire, il est à chaque fois publié ou parfois si vous voulez pas le publier ou… En général, alors ça c'est un autre conseil. On ne traduit pas, on ne se lance pas si on n'a pas de contrat. D'accord. Voilà. Dans l'édition. Et parfois c'est un peu long à l'avoir ou pas, mais c'est la règle. Oui, oui. On traduit des fragments, des extraits par contre, qu'on envoie aux maisons d'édition. Ça oui, mais ça fait partie des démarches pour trouver un éditeur. Mais vous vous lancez dans un travail le moment où vous allez signer votre contrat. D'accord. Et normalement, dans le contrat, il y a expliqué un peu ce que vous allez… Enfin, bien évidemment, c'est expliquer ce que vous allez faire, mais est-ce qu'il y a les attentes aussi un petit peu Non. Donc, Ça, non. vous en parlez directement avec l'éditeur. Le contrat, c'est très formel. C'est les conditions de cession des droits, les calendriers, les modalités de paiement, de diffusion de l'œuvre ensuite. Voilà. Mais quand vous travaillez avec des éditeurs très concernés, ils le sont tous, vous avez normalement une conversation sur voilà comment est l'œuvre, vers où on veut aller ou pas. Oui, ça, on en parle. D'accord. Est-ce qu'il y a eu une œuvre que vous avez peut-être un peu regretté d'avoir publiée ou que vous n'avez pas aimé la version finale ou La première, mais ça, on n'en parle pas. Ouais, je la relis pas. D'accord, d'accord, d'accord. Et à chaque fois, quand il y a la traduction, on met votre nom. Oui, vous connaissez peut-être les hashtags les traducteurs existent ou translator on the cover. Voilà. Moi, de toute façon, dès que j'écris quelque part sur un site public, je mets ces hashtags. Et effectivement, ça fait partie du contrat, par exemple.
l'endroit où va apparaître le nom de la traductrice. Donc, il y a des maisons d'édition maintenant qui le font apparaître sur la couverture, mais c'est encore rare. C'est souvent la deuxième, troisième page ou sur la quatrième de couverture. Mais oui, c'est indispensable. D'accord. Est-ce que vous avez déjà rencontré des auteurs, enfin, des auteurs qui ont écrit des nouvelles ou des romans et que vous avez traduit du coup leurs œuvres ou pas? Mais c'est comme ça que je fonctionne en fait. Moi, je vais chercher des écrivaines en ce moment. D'accord. Voilà, j'ai découvert des écrivaines en tant que lectrice. Ensuite, je prends contact avec elles. Je leur explique ce que je veux faire et je les traduis ensuite. D'accord, d'accord. Donc souvent, enfin, ils sont encore en vie, du coup, il y a le lien qui. Sauf Lorca, tous les gens que j'ai traduits sont vivants. D'accord, d'accord. Et parfois, vous avez des conseils de leur part ou est-ce que vous changez de certains termes ou certains passages peut-être si vous êtes en. C'est plutôt, en fait, le traducteur a un regard de lecteur expert. Donc, c'est souvent l'inverse. C'est souvent le traducteur qui vient expliquer, non, mais qui vient dire à l'auteur, voilà, là, il y a ce sens-là. Et souvent, les écrivains disent, ah bon, j'avais jamais pensé à ça. Voilà. Après, moi, j'ai la chance de travailler avec des gens qui sont très ouverts et très réactifs. C'est-à-dire que par mail, WhatsApp, téléphone, tout de suite, je peux avoir une réponse sur une interrogation. J'ai des bons écrivains autour de moi. Très bien. D'accord, d'accord. Bon, bah, je pense que j'ai un peu fait le tour de mes questions. Est-ce que vous avez un dernier mot à me dire à moi et peut-être mes camarades? Je trouve, moi, personnellement, je trouve un équilibre dans l'enseignement et la traduction. Donc, si c'est ce vers quoi vous vous destinez, je trouve ça pas mal parce que ça équilibre le fait de travailler seul, même si c'est une passion, et de transmettre aussi la langue et la culture. Donc, je trouve ça plutôt pas mal. Donc, si c'est ce vers quoi vous vous destinez, continuez. Ben, j'espère. C'est vrai que c'est un domaine qui m'intéresserait, mais qui me fait un peu peur. Bah, du coup, le fait d'être toute seule, de me retrouver face à un texte Mm. qui peut pas. Enfin, parfois, quand on traduit, nous, nos petits textes, on a l'impression de ne pas comprendre ce que l'auteur veut dire et qu'on a peur de d'écorcher un peu son idée ou de faire pas de la bonne traduction. Enfin, c'est vrai que la traduction, on a tendance du coup à faire linéaire, mais après, bon, c'est vrai qu'en français, bah, parfois, c'est pas. Mais vous êtes en apprentissage, donc c'est normal. Mm. Mais lisez le plus possible. Et de tous les siècles. Il ne faut pas juste lire ce qui vient d'être publié, parce que ce qui est écrit aujourd'hui, il y a des échos, il y a une intertextualité avec d'autres choses, pas forcément du même pays non plus. Donc, il faut développer sa culture littéraire. D'accord. Et en particulier, il faut lire la traduction faite par quelqu'un, enfin un traducteur, ou il faut lire la version d'origine, on va dire. Moi, je commencerai par la version d'origine, mais c'est bien aussi de voir ce que font les traducteurs aujourd'hui, parce qu'il y a des nouvelles tendances, par exemple, où il y a des entreprises de retraduction de classiques ou même d'ouvrages de l'Antiquité. Et ça, c'est intéressant de voir quelle est la coloration qu'on leur donne aujourd'hui. On ne traduit plus aujourd'hui comme on traduisait il y a encore 20 ans, par exemple. Et ça, ce n'est qu'en lisant des traductions, des œuvres traduites qu'on peut s'en rendre compte. D'accord, d'accord. C'est très intéressant. J'ai découvert une autre facette du métier de traducteur et ça va, ça, ça va m'encourager à traduire parce que c'est vrai que entre les deux parcours que je fais, c'est pas du tout le même type de traduction, c'est pas les mêmes attentes et oui, c'est pas la même notation et du coup, ouais, j'ai un regard un peu différent maintenant et parce que c'est vrai que quand on dit traducteur, on pense un peu, enfin ça fait un peu, on se dit mais où est-ce qu'on va? Quelle spécialité? Qu'est-ce qu'on va traduire? Comment? Et c'est vrai que j'ai déjà rencontré des traducteurs qui traduisent des modes d'emploi, par exemple, pour un appareil. Puis il y a des interprètes aussi. Du coup, c'est vrai que c'est un domaine qui est très, très vaste et vraiment, du coup, spécialisé idéalement pour. Ah oui, idéalement, se spécialiser dans plusieurs choses, hein. Il faut être polyvalent aussi. Par exemple, les étudiants de notre master, ils sont formés à la traduction aéronautique, parce qu'il y a Airbus à Toulouse, mais ils font aussi des sous-titrages de films pour des festivals. Enfin, vous voyez, donc Oui. on peut toucher à tout, hein.
L'important, c'est d'apprendre à travailler, à avoir des outils, à avoir une démarche, une éthique de la traduction. Et après, vous l'appliquez au domaine que vous choisissez, hein, en fonction de vos passions. D'accord. Et il faut, Ok. ouais, c'est pas un métier qu'on fait si on n'est pas passionné, du tout. Oui, oui. Il faut être passionné, je pense, oui, effectivement, pour continuer. D'accord. Bon, bah, j'ai eu un petit peu toutes les réponses aux questions que j'avais en tête et qui sont venues aussi un peu au fil de notre discussion. Donc, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. J'espère Si que... jamais vous en avez d'autres, vous me les envoyez. Oui, D'accord, c'est très gentil de votre part. Je vous remercie encore d'avoir accordé de votre temps, de m'avoir répondu rapidement. Et donc ça c'est vraiment que là, vraiment, j'ai eu les réponses à mes questions que j'avais, parce que du coup, on connaissait la traduction qu'on connaît nous en tant qu'étudiants. Donc cette année, du coup, voilà, on a Madame Lepage qui est traductrice, donc c'est son métier aussi. Donc on a eu un regard aussi différent. Et là, j'ai un autre regard. Et du coup, voilà, j'ai un petit peu une idée un peu plus claire du métier de traducteur et la traduction en général. Je suis ravie. Alors, continuez. C'est Je bien. vous remercie. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.